Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans votre journal. Ce soir, la rédaction accueille Tombou Touabib et Tombou Latéral, que vous connaissez, notre artiste local ici, bien connu par les Mahorais. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Alors on va parler avec vous de ce festival qui se profile, un festival qui est prévu à Ongeant du 26 au 30 avril. Mais avant, il y a des dates qui sont prévues ici à Mayotte, on en parlera plus amplement tout à l'heure avec vous. Vous restez avec nous messieurs. Avec nous également sur le plateau, Pauline Gendry, directrice des archives départementales du Conseil départemental. Bonsoir. Bonsoir. Alors c'est un moment très important, cette période de l'année pour les archives du département. On verra également ce qu'il en est du contenu des archives à Mayotte. Est-ce qu'aujourd'hui elles sont suffisantes? Est-ce qu'aujourd'hui c'est des choses qui sont consultées et comment ça se passe? On en parle tout à l'heure avec vous. Vous restez avec nous, Pauline Gendry. Mais d'abord voici les titres de ce jeudi 23 mars. L'intersyndicale au conseil départemental, qui a annoncé préparer un mouvement de grève pour début avril, a rencontré ce matin le nouveau directeur général des services du département. Objectif, éviter un mouvement de grève aux multiples revendications. Le dialogue se poursuit au sein de l'institution, mais pour l'heure, le mouvement reste d'actualité. Explication. Ce midi, le rapport d'activité 2016 du parc naturel marin a été adopté à l'unanimité. Fermeture temporaire de la zone de pêche aux poulpes dans le sud, série de vidéos de sensibilisation à la protection des tortues, état de santé des récifs coralliens ou encore animation en milieu scolaire. Le bilan est positif et ces actions seront pérennisées en 2017. Reportage. Séméa Mayotte continue de fêter ses 25 ans d'existence. Des événements ont été organisés tout ce mois de mars et l'anniversaire se clôture par 3 jours dédiés aux Jeux. Aujourd'hui, la journée, organisée en partenariat avec la mairie de Dembéni, était consacrée aux scolaires qui ont été réunis à la Maison pour tous de Angojou. Reportage à la fin de cette édition. Et nous en parlions il y a peu, ce début avril avait été annoncé comme synonyme de grève par les agents du conseil départemental. Mais pour éviter d'en arriver là, l'intersyndicale et le directeur général des services de l'institution se sont donné rendez-vous ce matin. Ensemble, ils sont revenus sur les doléances des agents auxquels Mahafourou Saïd Ali a prêté une oreille très attentive. Les nombreux dysfonctionnements ou encore le manque de moyens persistants ont donc été au cœur des discussions. Reste à savoir maintenant si des mesures concrètes y feront suite. Le point dans ce sujet signé Abbas Alidi, Père Biolucci et Leslie Vimnet. Nouvelle réunion ce matin dans l'hémicycle Younoussa Bamana. L'intersyndicale a pu rencontrer le directeur général des services, et ce pour la seconde fois en moins de 2 semaines. Il faut dire qu'une grève plane au-dessus de l'institution et que le besoin de dialogue social devenait urgent. Quant à savoir si ces discussions ont été fructueuses, pour l'heure les agents restent prudents. Je ne sais pas si c'est concluant, on ne peut pas dire ça parce que c'est depuis des années que ça dure. Les contrats précaires ils sont toujours là. Mais en tout cas, au moins, on a eu un échange vraiment constructif parce que depuis tout ce temps-là, on n'a pas été entendu. Et à chaque fois, on avait des mouvements de grève et des protocoles qui ont été signés. Et jusqu'alors, il n'y a pas eu d'aboutissement. Les contrats précaires sont toujours là. Les conditions de travail minables sont toujours là. Et donc, on a essayé justement de trouver une solution par rapport à tous ces points-là. Parmi les problèmes, ceux du service de la protection de l'enfance ont été longuement évoqués. En effet, le nombre de mineurs isolés ne cesse d'augmenter et certains enfants sont même envoyés depuis les Comores pour bénéficier de ce service social. De plus en plus, les gens savent qu'il y a la protection de l'enfance sur le territoire de Mayotte et donc manipulent un petit peu les services pour qu'on puisse prendre en charge les enfants ici. Ça leur apporte beaucoup d'avantages, beaucoup de soutien et c'est une difficulté parce qu'aujourd'hui on n'a pas la possibilité de travailler correctement avec les Comores pour reprendre contact avec les familles et raccompagner des enfants qui sont complètement isolés sur le territoire de Mayotte. Ça nous arrive régulièrement qu'on a des enfants placés en famille d'accueil et en fait on se rend compte qu'ils ne sont pas isolés et ils ont de la famille sur le territoire mais ils ne nous le disent pas délibérément pour pouvoir profiter de la prise en charge que propose le département. Face aux problèmes rencontrés dans le service, notamment le manque de moyens matériels et humains, les agents réclament une réflexion globale et des mesures politiques. En effet, sans une véritable collaboration entre la France et le pays voisin, la protection de l'enfance risque de ne jamais pouvoir mener à bien ses missions.
On comprend bien qu'il y a un problème aussi lié avec l'immigration et la population. Nous, on s'occupe de 90% d'étrangers, souvent en situation irrégulière. Et que si on veut stopper cette masse qui vient demander, qui vient toquer à la porte des services sociaux, il faudrait développer la collaboration avec les Comores. Après, c'est un problème politique que je maîtrise pas complètement, mais c'est un des enjeux principaux parce que les services sociaux pourront pas répondre à tous les besoins des personnes en situation irrégulière sur le territoire. Au-delà de la protection de l'enfance, de nombreux services tournent aujourd'hui au ralenti et les agents ne sont plus en mesure de travailler dans des conditions décentes. Les revendications de l'intersyndicale sont à ce titre nombreuses et le compte à rebours est désormais lancé afin d'éviter un nouveau mouvement social. Et on continue à présent avec cette rencontre qui s'est tenue aujourd'hui à l'ADEAL. Il s'agit du conseil de gestion pour le parc naturel marin de Mayotte. C'est en effet le premier de cette année. Il réunissait les acteurs du milieu marin. L'occasion pour ces derniers de faire le bilan sur les actions de l'année 2016 et de présenter les projets pour l'année 2017. Le compte rendu avec Sony Chamsidine. Tour de table bien garni pour ce premier conseil de gestion de l'année. Acteurs locaux du milieu marin, élus et services de l'État étaient réunis pour faire le bilan de l'année 2016 et débattre sur la nouvelle feuille de route pour 2017. Une présidente du parc naturel marin satisfaite des actions réalisées et optimiste du programme d'action à mener. Fière de voir que qu'à l'unanimité, le conseil de gestion a adopté le rapport d'action pour sensibiliser le Mahorais, pour faire en sorte que le Mahorais accepte, connaisse le lagon. Il faut l'amener en mer, il faut l'amener découvrir ce qui est en mer, parce que nous ne connaissons pas ce qui est à l'intérieur de la mer. Donc ce sont aussi des actions importantes. Sensibiliser à la protection du patrimoine naturel marin et au développement durable reste l'objectif pour la structure créée en 2010. Des progrès ont été réalisés, mais de nombreux efforts restent à faire dans le territoire. Il faut avancer conjointement. Alors c'est vrai qu'il y a des opérations plus lourdes que l'autre au niveau financier, au niveau foncier, mais il faut s'atteler. Et surtout ce que j'ai trouvé, c'est qu'en fait la forte présence des élus du conseil départemental, c'est un bon signe d'encouragement, parce que Mayotte ne s'en sortira que si vraiment il y a une très forte synergie entre les élus locaux, la population et les services de l'État. Pour l'année 2017, le parc naturel marin compte notamment suivre les poissons récifaux par des caméras rotatives, faire le marquage de temps ou bien encore développer le premier prototype de tabouret de Mcinzano en céramique afin de préserver le corail. Et pour mener à bien ces projets, le parc naturel marin de Mayotte bénéficiera d'une enveloppe de 2 800 000 € de l'Agence française de la biodiversité. Et parlons à présent d'un programme qui se met progressivement en place sur le département, le programme Erasmus+ 2014-2020. Celui-ci compte parmi ses actions phares le service volontaire européen, dont l'objectif est de favoriser la citoyenneté européenne, l'employabilité, la pratique des langues et les expériences interculturelles. Le SVE vient d'ailleurs de fêter ses 20 ans d'existence et à ce titre, le premier jeune Mahorais à en bénéficier va partir en Roumanie. Une conférence de presse avait lieu aujourd'hui et pour évoquer cette grande première sur le département, un sujet signé à Salidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. Le CRIJ, en partenariat avec la DJSCS de Mayotte, va permettre aux premiers jeunes du département de partir en Europe dans le cadre du dispositif Service volontaire européen. Ce SVE offre l'opportunité aux individus de 17 à 30 ans de vivre une expérience de mobilité et d'engagement dans un autre pays durant 2 à 12 mois. L'occasion de découvrir une autre culture et d'acquérir des compétences très utiles dans le parcours d'insertion socio-professionnelle des jeunes. C'est notre premier jeune en SVE, Service volontaire européen. Ça, c'est pour dire à d'autres jeunes de s'y greffer parce que c'est possible. On n'a pas besoin d'un diplôme, on n'a pas besoin d'avoir une qualification, on a juste besoin que le jeune soit motivé. À partir de là, on met en place, nous, CRIJ, qui développons
la plateforme de la mobilité européenne et internationale, on met tous les moyens pour l'envoyer à l'endroit où il veut. Voilà, l'Europe c'est grand, lui il a choisi, Arshadi a choisi Roumanie, mais ça peut être Italie, Espagne, il y a d'autres pays également, il y en a 27. Aucun niveau de langue, de diplôme ou de formation n'est requis pour participer au SVE. L'heureux élu à Mayotte se nomme Arshad Souley Issa, il a 23 ans et habite Tsunzu. Après différentes expériences dans des projets de volontariat, notamment le service civique, il se lance aujourd'hui dans la grande aventure Erasmus. Ce qui m'a motivé, c'est de partir à la découverte. Parce que pour moi, connaître quelque chose que tu n'as jamais vu ou voir, vivre, c'est toujours un de plus. Donc moi, ce qui m'a motivé, c'est que c'est l'Europe déjà. Je ne connais pas. À Mayotte, c'est l'Europe, mais je suis presque sûr que les jeunes d'ici ne connaissent pas la culture européenne. Donc pour aller découvrir la culture européenne, déjà, ça fait déjà du bien. Et je vais dire, il y a aussi une formation des langues. Et aussi, je vais aller aider des enfants je serai utile devant eux. Tu vois, donc c'est ça qui m'a motivé. Arshad va travailler au sein de l'association Voluntaria Pentru Viata, qui répond aux besoins des personnes défavorisées en leur offrant de l'aide et un soutien tout en respectant leur dignité. Erasmus+ représente ainsi un levier pour offrir à la jeunesse du département plus d'ouverture sur les pays d'Europe et sur le monde. Alors un jeune qui va partir en Europe, il va s'enrichir culturellement parce qu'il va découvrir une autre culture, d'autres manières de faire. Donc ça va vraiment participer à sa construction. Je pense qu'un jeune qui part, il est plus le même du tout quand il revient. Sur un CV, c'est une expérience qui est extrêmement valorisante. Donc ça peut participer à sa recherche d'emploi et au fait qu'il trouve un travail par la suite. En termes de langage aussi, il va apprendre une nouvelle langue. Donc bien sûr, tout ça, c'est quelque chose qui est extrêmement valorisant. Et puis, il ne faut pas oublier non plus qu'un jeune de Mayotte en Europe va parler de l'île et que c'est une manière de faire connaître donc Mayotte à l'extérieur et dans les pays européens. Et ça, c'est aussi important parce que ça peut avoir des incidences économiques, touristiques pour le territoire. Véritable chance pour tous les bénéficiaires, Erasmus va peu à peu offrir aux jeunes du département de nouvelles perspectives d'avenir. Et nul doute que tous en reviendront changés. Et je me tourne à présent vers notre invitée Pauline Gendry, directrice des archives départementales au conseil départemental. Alors on a parlé de cet événement qui se tient actuellement, qui est relayé, en fait que ça se passe au niveau national, mais Mayotte y participe cette année au vu de la thématique. Alors vous nous en dites davantage sur ce programme. Alors effectivement, c'est un événement national du ministère de la Culture et de la Communication, donc plus particulièrement du service des archives de France. Qui a été initié en 2014 et qui a été reconduit depuis chaque année. Et donc, pour la première fois cette année, Mayotte y participe, puisqu'il y a une thématique de collecte d'archives chaque année. Et cette année, on a trouvé que la thématique était très intéressante pour Mayotte. Donc, on a décidé de s'y associer et de décliner l'événement au niveau local. Alors, très clairement, c'est d'une rive à l'autre du canal de Mozambique, l'Afrique et les îles du sud-ouest de l'océan Indien du 19e au 20e siècle. En fait, c'est donc la thématique, au départ, la thématique nationale, c'était les relations entre l'Afrique et la France au 19e et 20e siècle. Donc nous, on a décidé de l'adapter pour qu'elle fasse plus écho aux gens, en fait. Donc on a décidé de l'intituler d'une rive à l'autre du canal de Mozambique, les relations entre Mayotte, l'Afrique et les îles du sud-ouest de l'océan Indien au 19e et 20e siècle. Alors là, l'idée, c'est quoi? C'est de récolter le maximum d'archives, le maximum de choses pour pouvoir non seulement répondre à cette thématique, mais aussi peut-être étendre ce que vous avez déjà dans les murs des archives. Voilà, c'est exactement l'objectif recherché. En fait, cet événement a été créé par le ministère de la Culture déjà pour créer un lien entre la population sur tous les territoires, la population
et les acteurs du patrimoine, en particulier les services d'archives qui sont assez peu connus du grand public. On pense plutôt au patrimoine, on pense plutôt aux musées, éventuellement à certaines grandes bibliothèques, des choses comme ça. Et les archives sont assez peu connues alors qu'elles constituent un patrimoine très important puisque on conserve en fait la mémoire locale et même la mémoire nationale. Alors il y avait ce but-là recherché de créer le contact avec la population, mais aussi de faire comprendre aux gens que en fait le patrimoine c'est pas juste le grand patrimoine, ça peut être aussi des choses qu'on a chez soi, des documents, des vieilles photos, des vieux courriers, des vieilles lettres, aussi des vieux objets, parce que sur cet événement, nous ici on a associé le musée, en fait le musée de Mayotte, le MUMA. Au niveau national, c'est pas le cas. Il y a que les services d'archives qui participent. Et en fait, on s'est dit qu'ici, au niveau local, puisque le musée est tout jeune, il vient de se créer, il a aussi besoin d'enrichir ses collections et de se faire connaître du public. Donc, on les a associés à l'événement. Et donc, c'est un événement en partenariat. Donc, on invite en fait le public, quel qu'il soit, les jeunes, les plus anciens, à venir nous rencontrer pour montrer les souvenirs de famille, objets, documents qui sont en lien avec la thématique. Justement, aujourd'hui, comment vous qualifiez la mémoire de Mayotte, les archives? Est-ce qu'elle est plus ou moins complète, elle est incomplète, elle est insuffisante? Comment vous la qualifiez? Alors pour Mayotte, je dirais qu'elle est assez incomplète, mais ça c'est dû à l'histoire assez mouvementée de la région, de Mayotte. Déjà, en tout cas, aux archives, on ne conserve aucun document antérieur à la présence française. Ça veut dire de l'époque des sultans, par exemple, on n'a rien du tout. Aucun document écrit. Vous les ramenez, ceux qui en ont? Oui, au contraire. D'accord. Au contraire. Donc, on n'a que des documents qui viennent de l'administration pour la période coloniale et puis ensuite pour la période contemporaine. On essaie de collecter au fur et à mesure des archives privées aussi, justement pour compléter ces archives administratives qui ne montrent en fait qu'une partie de l'histoire. Disons, c'est qu'un angle, qu'un point de vue de l'histoire. Donc ce qui est très intéressant, c'est aussi de pouvoir rentrer dans l'intimité des familles, d'un village, etc. Voilà, donc les archives privées en fait complètent les archives publiques. Et de même que les objets qu'on a chez soi pour le musée, ça peut aussi être intéressant pour constituer l'histoire locale ou même nationale. Alors vous avez déjà eu des cas où des personnes vous ont ramené des documents qui pensaient insignifiants et au final des documents ou des objets et au final qui étaient d'une importance primordiale pour l'histoire de Mayotte? Oui, tout à fait. Alors on a plusieurs exemples d'archives qu'on a collectées chez nous. Dernière en date, c'était une collecte auprès d'un homme politique, un homme politique mahorais qui en fait a donné des objets au musée et nous a donné ses archives aussi. Bon, je pense qu'au départ, sa démarche, c'était plutôt de se dire, il est âgé, il ne sait pas trop ce que deviendront ses archives plus tard. Donc, il s'est dit, voilà, je les confie à des institutions qui pourront les conserver dans de bonnes conditions pour l'éternité, en fait. Hein, c'est ça. Ouais. Oui, il y a des documents très très intéressants, effectivement, assez rares, et des documents assez rares qui complètent assez bien nos fonds qui sont lacunaires parce qu'avec les événements politiques, on a perdu beaucoup d'archives à Mayotte, oui. Alors justement, un point sur le programme, comment ça va se passer? Comment faire pour participer à ce... Alors l'événement, ici à Mayotte, on l'a décliné sur 2 mois en fait, pour laisser le temps aux gens de nous contacter, de se déplacer aussi, parce qu'on sait que c'est pas forcément facile pour tout le monde de rejoindre Mamoudzou, de rejoindre Petite Terre, le musée. Donc laisser le temps aux gens de nous contacter et puis on fait une opération un peu spéciale donc samedi à Bandrabois dans le cadre des samedis du MUMA, donc du musée de Mayotte. Voilà, le MUMA hors les murs, pour la première fois le samedi du MUMA se déroulera hors les murs, donc à Bandrabois, donc en partenariat avec la bibliothèque de Dzoumogné. Donc il y aura en fait un point de collecte, donc les habitants de la commune ou même d'ailleurs seront invités à venir montrer leurs souvenirs. Il y aura aussi des animations et donc avec mon collègue donc chef du projet MUMA, on présentera lors d'une petite conférence en ouverture justement tout ce patrimoine un peu inconnu, ce patrimoine privé, quels sont ses intérêts, etc. Voilà. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Pauline Gendré. Je rappelle que vous êtes la directrice des archives départementales. Et on continue maintenant avec le reste de l'actualité de ce jeudi 23 mars. Un petit tour d'horizon tout de suite dans l'actualité en bref. La ministre des Outre-mer, Erika Barreit, vient d'annoncer l'attribution de 18 318 424 € au titre du Fonds exceptionnel d'investissement en 2017 à Mayotte pour 9 projets d'envergure. 5,8 millions d'euros ont déjà été attribués
à la mise en œuvre des mesures Plan Eau Mayotte. 2,1 millions d'euros sont consacrés à la construction du stade municipal de Tsunzu, où la ministre s'est rendue lors de sa récente visite. 10,4 millions d'euros ont par ailleurs été accordés au bénéfice de construction scolaire à Mayotte. 5 projets sont concernés par ces crédits supplémentaires du Fonds exceptionnel d'investissement. Il s'agit de la construction du groupe scolaire de 18 classes à Iloni, la démolition et reconstruction de l'école élémentaire de Wangani, la démolition, reconstruction et extension de l'école élémentaire de Kombani, l'extension et rénovation des écoles de Sada, et enfin la construction du groupe scolaire de 26 classes à Kungu. Nouvelle réunion du comité de suivi de la ressource en eau hier. La préfecture affirme ainsi que si les prévisions météorologiques prévoient 2 prochaines semaines pluvieuses, la fin de la saison humide se profile pour la deuxième quinzaine du mois d'avril, ce qui laisse présager que sauf événement exceptionnel, il n'est pas garanti que les 2 retenues collinaires seront totalement remplies au début de la saison sèche. Le communiqué explique par ailleurs que l'étude concernant l'optimisation et la réhabilitation de 4 forages a été réalisée et les travaux nécessaires vont être lancés rapidement. Le SIAM a pour sa part lancé une étude pour augmenter la capacité de l'usine de désalinisation de Petite Terre et examine la faisabilité afin qu'elle alimente en partie la Grande Terre. Pour le reste, la préfecture n'évoque pas le taux de remplissage des retenues, ni même les tours d'eau dans le sud, qui vont donc continuer jusqu'à nouvel ordre. Le feuilleton de l'intercommunalité du Sud revient sur le devant de la scène. Cette communauté de communes réunissant Bandrélé, Kanikeli, Chirongi et Bouéni ne possède plus de président. Après de multiples querelles politiques, 2 présidents avaient ainsi été élus, tandis que le tribunal administratif avait été saisi par les 2 camps. La juridiction a ainsi reconnu l'illégalité de la destitution des 2 conseillers de Bandrélé qui ont permis l'élection de Rifkati Omar Foundi, alors même que ces derniers s'apprêtaient à voter pour l'autre président Ismail Abderrahmane Saeva. Face aux irrégularités constatées, la justice n'a reconnu aucune des 2 listes et l'intercommunalité ne possède donc plus personne à sa tête. L'heure est désormais à de nouvelles élections, en espérant que cette fois elles pourront se faire avec les bons conseillers communautaires et les bonnes procédures, comme l'exige l'appareil démocratique. Et enfin, Semeya Mayotte continue de fêter ses 25 ans d'existence. À cette occasion et afin de valoriser l'éducation et les besoins en éducation sur l'île, sur le territoire, des événements ont été organisés durant tout le mois de mars. D'aujourd'hui à samedi, par exemple, un grand festival de jeux est mis en place dans toute la commune de Dembéni. Et pour cette première journée de festival, les scolaires étaient à l'honneur. Ils ont ainsi été invités à participer à un temps ludique à la Maison pour tous de Ongojou. Le reportage d'Adèle Laurent. Si c'est simple comme ça, on tape là. On s'amuse, on trouve des amis et on joue beaucoup de trucs. Aujourd'hui, la Maison pour tous de Ongojou était pleine de vie. En effet, 4 classes d'élèves d'école primaire, admis dans les activités périscolaires de leur village, ont été invités à participer à ce temps éducatif, à travers des pratiques ludiques. On a 3 groupes scolaires pour les activités périscolaires, donc on a Ongojou, Iloni et Ajangwa. Donc ça renforce le lien de notre partenariat avec les CMEA et aussi découvrir de nouveaux jeux pour les enfants. C'est un avantage pour les jeunes aussi dans le service animation. On a toujours lutté contre le vagabondage des jeunes. Donc tous les vacances, on fait des activités, on met en place des activités. Aujourd'hui, c'est important pour la mairie de suivre cette politique d'encadrement des jeunes via des activités et aussi au planissement des jeunes. Donc pendant les périodes scolaires et aussi hors vacances aussi. Et ce matin, des jeux, il y en avait pour tous les goûts. On a différents jeux qui vont permettre aux enfants soit d'acquérir des connaissances, mais bien souvent c'est plutôt d'acquérir des structures internes, c'est-à-dire construire de la logique, construire aussi du sensible, c'est-à-dire du lien social avec les gens avec qui on joue, de construire de la motricité fine. Voilà, donc il y a plusieurs secteurs, thèmes ou domaines de l'évolution et du grandir chez l'enfant qui se fait à travers le jeu. Et on sait que de toute façon, intrinsèquement, dès le départ, l'enfant découvre le monde à travers le jeu et c'est comme ça qu'il apprend à grandir, qu'il apprend à marcher, qu'il apprend à parler. Il découvre tout à travers le jeu. Donc il n'y a pas de raison que ce processus d'évolution s'arrête et on est là pour le renforcer, l'alimenter. Et pour le CMEA, il est primordial de travailler en collaboration avec les mairies, mais pas que. La valeur éducative est chez chacun, autour de l'enfant, autour de l'individu, pas que l'enfant.
il faut être plusieurs acteurs en responsabilité. Donc la logique de segmenter et d'isoler les parents d'un côté, l'école d'un côté, le prof de sport, le prof de musique, le fundi, que tout le monde soit isolé et tire la couverture à soi, pour nous c'est destructeur et non épanouissant pour l'individu, prioritairement pour l'enfant. Donc évidemment qu'on valorise la rencontre, l'association et le travail en commun entre ces différents acteurs. Et des rencontres, il y en aura également dans les prochains jours. En effet, le CMEA clôture son mois d'anniversaire cette fin de semaine. Demain, on a une journée ouverte au grand public, mais qui va être assez mixte entre des scolaires qui seront en école de rotation et qui pourront venir nous rejoindre à Dembéni, et puis des gens qui seront en activité et qui auront du temps pour venir nous voir. Et nous, on va profiter aussi pour partir en groupe de 3 dans les villages, à Tsararano, Dembéni et Iloni, et on va essayer d'aller à la rencontre des gens dans leur temps d'activité et les inviter à jouer quand ils pourront, s'ils ont envie. Et samedi, on invite le grand public à la Maison pour tous de Dembéni, où là on attend vraiment tous les gens qui seront libérés des contraintes de la semaine, que ce soit l'école pour les enfants ou le travail pour les adultes, en espérant aussi que les gens qui ont des activités à la maison, je pense essentiellement aux femmes, vont pouvoir s'organiser avec leurs conjoints pour nous rejoindre. Un beau programme en perspective. Rendez-vous samedi à la Maison pour tous de Dembéni, qui porte définitivement bien son nom. Et on finit maintenant avec nos invités, on le disait tout à l'heure, Toumbou Touabib et Toumbou Latéral, qui vont nous parler de ce festival qui se profile du côté d'Anjan, mais d'abord avec des étapes ici à Mayotte. Latéral, comment ça se passe? Bonjour avant tout, bonjour les Maoris, ça fait longtemps que les gens ne me voient pas, donc je suis de retour. Donc avant tout, c'est déjà pour organiser des festivals ou les manifestations, c'est jamais été facile à Mayotte. Donc il y a le boulot, il faut courir pour venir à Mamoudzou, il y a l'autre qui est à droite, l'autre qui est à gauche, mais bon, quand on a la volonté ou le courage, on arrive toujours à trouver la solution, quoi. Donc c'était plus Tobibou, comme il est à Mamoudzou, donc c'est lui qui court derrière tous les... après il m'envoie juste une petite signe, il faut qu'on se retrouve, qu'on met les ingrédients là-dessus, quoi. Donc je laisse plus Tobibou qui va commencer à parler. Alors oui, justement, il est mieux placé par rapport à moi. Et Tobibou, on parle de ce festival du côté d'Anjouan, c'est quoi exactement? En fait, l'idée c'est venu d'une construction entre amis, et puis on s'est dit ça serait intéressant qu'on développe ce qu'on a essayé de faire. C'était en janvier 2015 et on a fait un festival qui a été réussi parce que c'était le premier qui a été fait sur la ville de Domoni. Donc là on s'est dit qu'on allait refaire, on allait réfléchir sur comment le faire, et puis on s'est décidé au mois d'avril parce que c'était pour éviter la pluie entre autres. Donc c'est du 26 au 30 avril. Donc ce qui va se passer réellement, c'est-à-dire que on va essayer de faire des échanges parce que la musique à Mayotte, ça ressemble un tout petit peu par rapport à côté. Et puis il y a aussi des éléments économiques là-dessus parce que nous on a envie de partager. C'est-à-dire qu'on va faire travailler des artistes ensemble pour que chacun comment dirais-je, pour que chacun apprécie l'autre, pour que chacun puisse apporter un plus à l'autre, une ouverture, voilà, un travail en commun. Mais économiquement, nous par exemple, quand on part d'ici, on part à 2. On va travailler là-bas. Donc on n'a pas besoin d'amener les enceintes d'ici, un groupe. Tout est sur place. Donc on essaie d'imaginer le même principe sur Mayotte. C'est pour ça qu'on va organiser des festivités ici sur Mayotte à partir du 25 mars, qui sera à Dembéni, au restaurant Mon Chéri. Et le 1er avril,
au restaurant avec Jungle Café. Et puis le 15 avril, ça sera à Chiconi. Mais à Chiconi, ça sera au plateau au plateau polyvalent qui sera avec l'association Choc Number One, une association de femmes. Alors Latéral, on vous connaît comme un artiste engagé ici à Mayotte. Est-ce que ça tient toujours ça? Est-ce que dans vos chansons, dans ce que vous allez proposer, on sentira toujours cette flamme, cet engagement de l'artiste local? Toujours, parce que la définition de Latéral, c'est le défenseur. Donc, c'est une obligation. Je dois défendre la culture mahoraise. Même c'est à cause de ça que je proposais à Tobibou de travailler avec ce groupe de femmes de Chiconi, comment dire, Choc Number One, parce que je constatais que il y avait Langa, la méthode de l'ancien Langa, qui est sa méthode de travail, qui était vraiment efficace, qui avait des mélanges de groupes de femmes qui faisaient le chœur, et puis il y avait Langa qui chantait avec son gaboussi. Donc ce style-là, c'est perdu qu'on ne le trouve plus. Donc le but de retravailler, faire connaître ce style qui est déjà presque disparu. Et puis bon, donc j'ai fait le tour, j'ai trouvé avec les groupes de femmes de Chiconi là qui sont bien motivés. Qui est là, donc on est en train de travailler ensemble petit à petit. On va enregistrer même un titre. Et puis on va tourner un clip là-dessus pour lancer un peu le style. Parce que ce style-là, c'est même à l'ancien temps, en juin, il y avait des groupes de femmes qui travaillaient avec j'ai oublié une gare aussi qui avec des accordéons à l'époque, ils jouaient avec des accordéons, des gaboussi, même des djenzé, à Mouili aussi. Donc maintenant, c'est disparu qu'on ne l'entend plus. Donc là, on va essayer de renaître. Ce style-là, je sais que rien n'est facile, mais je crois que petit à petit, l'oiseau fera son nid. Comme il a dit mon grand-père, tout est possible sauf la mort. Est un adversaire très sérieux. Donc on est là petit à petit, quoi. Donc du coup, les Mahorais sont appelés à participer à toutes ces dates qui sont proposées. Tout à fait, parce que l'idée c'est que on invite les gens à venir, parce que ce qu'on essaie de faire en fait, c'est tout simple, c'est que on essaie de trouver des solutions pour nous financer ce qu'on fait. Donc on a créé ces dates-là, ces 3 dates, pour que les gens viennent participer aussi. On a dit, on a des partenaires sur AB Aviation, Interil, l'association Latérale. Il y a pas mal de monde qui sont là. Donc on invite les gens à venir. Et c'est ça qui va nous permettre de payer nos billets, nos restaurations, et ainsi de suite. Donc, c'est surtout le 25 mars, à Dembéni, c'est-à-dire ce samedi. Le 1er chez Jungle Café, le 1er avril. Et le 15 octobre, à Chiconi, il y aura un Wadaha. On invite toutes les femmes, les groupes des femmes. Il y a une participation de 50 € par groupe. Et c'est un petit concours. On va essayer de faire un petit concours. Et l'entrée à 2 €, de 14h à 19h. Après, le soir, on verra Riti Bako, Latéral, Zainoun, comment il s'appelle, Como. Un certain nombre de personnes qui vont faire la prestation du soir pour clôturer la manif sur Mayotte, et puis le 26 on prend l'avion pour en juin. Donc des rendez-vous culturels et musicaux à ne pas rater. Merci beaucoup messieurs d'avoir accepté notre invitation. Et c'est ici que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition rediffusée sur OM5, également disponible en replay sur notre site l'infocoesie.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. Demain matin, dès 6h, retrouvez toute l'équipe de la matinale. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain soir sur ce même plateau. À demain.